je me présente. Donc, je suis Ismaël, comme Julie a dit, je suis étudiant en sciences humaines et finissant, enfin. Dans le fond, on va commencer. Plus tard, j'aurais souligné la présence de Pierre Breton, mais il va arriver du moment à l'autre, donc on va se faire quand il arrivera. Dans le fond, je voulais vous parler en premier de comment j'ai eu l'idée du sujet de vendre le principe de l'environnementalisme. Donc, depuis quelques années, je suis plus impliqué dans le mouvement vert, dans le mouvement écologique. Et, par exemple, j'ai été à la manifestation, à la grève contre les changements climatiques le 15 mars dernier à Montréal. Et, en fond, à chaque fois que j'ai des conversations avec des gens qui sont plus actifs dans cette cause-là, j'ai tout le temps la même réflexion, qui est « c'est pas assez ». C'est pas assez. C'est bon de manifester, c'est bon de parler, mais souvent, les gens qui sont écologistes vraiment extrêmes sont très bons dans leurs actions, dans leur méthode de vivre. Mais ils se parlent entre eux. Ils ne sont pas capables d'aller chercher un plus grand nombre de personnes, dans le fond, pour, dans le fond, se joindre au mouvement. Donc, c'est une chambre à écho, dans le fond, qui se crée dans ce sens-là. Donc, tout le monde se parle entre eux. Personne n'est capable de voir le mouvement. Donc, en premier, j'aimerais définir, selon moi, donc j'ai cherché les définitions de l'environnementalisme. Donc, j'ai trouvé la meilleure c'est une idéologie qui met en valeur la défense de l'environnement par la préservation, la restauration et l'amélioration des milieux naturels. Donc, ce que ça veut dire un peu, c'est que c'est la cohabitation, dans le fond, entre la faune, la flore et les humains, qui sont, dans le fond, mis sur le même pied. Dans le fond, sans un qui est mis de l'avant et qu'au dépend des autres. Donc, aussi beaucoup plus axé sur le bien-être à long terme de la planète et non le profit à court terme. Donc, quelques petites précisions sur la présentation. Donc, le but de la présentation, c'est de pouvoir qu'on établisse ensemble des stratégies afin de vendre le principe de l'environnementalisme à un plus grand échantillon de la population, donc à plus de gens. Si vous êtes ici aujourd'hui, je prends pour acquis que vous n'êtes pas climato-sceptique, que vous avez ça un peu sur la conscience, que vous savez de quoi je parle quand je parle d'environnement. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, je ne vous dirai pas comment être zéro déchet, je ne vous dirai pas comment recycler, je ne vous dirai pas comment manger, comment vivre. Dans le fond, on va établir des stratégies ensemble pour trouver une manière de convaincre plus de gens, plus de groupes à devenir environnementalistes. Aussi, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir 4 stratégies, comme je l'ai dit, qui vont être différentes dans leur méthode d'approche, donc pour différents types de personnes. Donc, chaque stratégie n'est pas nécessairement pareille pour chacune des personnes. Il faut voir ça quand vous, mettons, vous allez vouloir parler d'environnement à quelqu'un. Donc, le plan de présentation. Donc, en premier, les 4 stratégies. Donc, la première, qui est de concilier l'environnementalisme avec le développement économique. Dans le fond, entre chaque stratégie, comme on dit, ils vont en période de questions pour que ce soit plus interactif, pour que vous puissiez poser des questions sur chaque stratégie et non, à fond, sur comme la globalité de la présentation. Donc, la seconde stratégie qui est mettre l'accent sur les conséquences à court terme du réchauffement climatique. La troisième qui est vendre la beauté d'un environnement sain. Et la quatrième qui est de laisser les gens prendre leurs propres décisions. Donc, après qu'on a élaboré les 4 stratégies, qu'on a bien discuté, Pierre Breton, dans le fond, le député, va venir parler du sujet après, à la fin de la présentation. Est-ce qu'il vient m'écrire ou je dois être séminaire? Parfait, donc il va être bien avant sa temps pour son temps. Donc, si on commence avec la première stratégie, qui est de concilier l'environnementalisme avec le développement économique. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui se connaît plus en histoire, par exemple, si vous savez qu'une personne connaît certains des phénomènes historiques, mais on peut utiliser l'histoire du progrès technologique pour lui convaincre que la transition énergétique, c'est quelque chose qui peut être efficace et vert en même temps. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on prend, par exemple, le changement du charbon au pétrole pour les chemins de fer à la fin du 19e siècle, les compagnies de charbon, les entreprises de chemins de fer avaient vraiment peur du changement énergétique parce que le charbon était très peu cher et était stable pour eux. Il n'y avait pas, il y avait peur du pétrole qui était une instabilité, donc était réticent à l'idée de changer. C'est drôle de dire que le pétrole, c'est vert, mais par rapport au charbon, ce l'est. Et surtout la manière dont le charbon était dans le temps. Aujourd'hui, je sais qu'il y a supposément clean coal, du charbon propre, mais on ne rentre pas là-dedans. Mais l'idée, c'est que le pétrole, c'est quand même plus vert que le charbon. Donc, si on peut utiliser ça, dans le fond, pour mettre un parallèle par rapport
aujourd'hui, les transitions énergétiques du pétrole par rapport à l'énergie éolienne, à l'énergie solaire, à l'énergie hydraulique, qui sont des matières plus vertes, renouvelables, dans le fond, qui amènent les mêmes inquiétudes aux entreprises, aux personnes, dans le fond, qui ne croient pas que ça peut être performant ou que ça marche vraiment dans le monde moderne. Donc, on peut amener le même parallèle. Le problème avec ça, c'est que les entreprises privées qui sont axées sur le profit à court terme, eux, ils voient le pétrole encore comme une solution qui est peu coûteuse et qui est très stable. Donc, ils ont la garantie des profits qu'ils vont faire, eux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des publicités, ils vont financer des articles de recherche. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de diriger la conversation sociale pour que les gens associent les énergies renouvelables avec, dans le fond, une décroissance comme telle. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais il faut trouver une solution, dans le fond, de convaincre les employés, mettons, du secteur pétrolier et des secteurs qui sont dépendants. Dans le fond, il faut les convaincre de ça. Et moi, ma solution que j'ai élaborée, dans ce sens-là, c'est de trouver un moyen véritable d'assurer un emploi qui est similaire ou des subventions qui seraient possibles, ou dans le fond, un filet social pour que ceux qui sont impliqués comme des travailleurs du secteur du pétrole, mais aussi, par exemple, un camionneur qui dépend du carburant pour son travail. Donc, il est assuré que la transition énergétique, lui, l'attaque pas personnellement. Donc, trouver un moyen, je ne suis pas qualifié pour vous dire exactement quel moyen encore, mais je suis en train de dire que c'est la manière d'apaiser les inquiétudes de ces travailleurs-là. Et c'est une manière, à fond, de diriger la conversation sociale. Sinon, ce qui va arriver, c'est qu'ils ne voudront pas adhérer au mouvement environnementaliste. Ils vont être très réticents à l'idée. Et ce que ça fait, c'est que ça légitimise la publicité, ça légitimise le mouvement qui est beaucoup plus axé sur mettons, le pétrole, par exemple, ou les énergies qui ne sont pas vertes. Donc, ce que ça permet aux entreprises de faire ce qu'ils veulent. Aussi, dans ce sens-là, la transparence, donc l'honnêteté dans les propos de nous, les environnementalistes, est très importante parce qu'il y a une sorte de méfiance en premier. Donc, si, par exemple, un gouvernement voudrait faire une politique de développement durable, mais c'est très bon d'exploiter le fait que c'est économiquement c'est bon en même temps que ce soit vert. C'est parfait, on peut en parler. Moi, je suis tout pour ça, c'est parfait. En fait, c'est l'idée de la stratégie. Mais pour une politique qui est seulement environnementale, donc, par exemple, qui engendre la décroissance, même si c'est bon pour l'environnement, c'est correct une politique comme telle, mais il ne faut pas essayer de la vendre comme quoi que ça va aider à long terme le développement économique, parce que sinon les gens vont nous prendre pour des hypocrites, ils n'écouteront plus, même quand ça va être vrai. Donc, outre le fait que moralement c'est mal de mentir, c'est vraiment important de ne pas perdre la confiance des gens, parce que sinon, même quand ça va être important, quand ça va être vrai, bien, ils ne voudront pas adhérer au mouvement. Donc, ça donne bien que c'est la période de questions. Donc, si vous avez des questions sur la stratégie, on va attendre peut-être que Pierre puisse rentrer ou s'installer. Mais, bon, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a des questions en premier sur la stratégie? Tu parlais d'intégrer dans le fond des notions d'environnement, de développement durable à l'intérieur d'un système économique, mais la taxe du carbone, oui. C'est un peu cette optique-là de donner un coup, dans le fond, à la détérioration de l'environnement dans le système économique. Est-ce que tu penses que c'est un système qui doit être implanté dans d'autres aspects que juste le carbone? Personnellement, pour l'idée de l'acceptabilité sociale, je pense que c'est difficile, ça peut être très utile de avoir une taxe, mettons, par rapport au carbone, mais c'est très difficile d'avoir l'acceptabilité sociale s'il n'y a pas un incitatif. Donc, si c'est un coût, il y en a qui vont dire que les entreprises vont partir du pays du Canada, dans ce cas-là. Donc, c'est important de faire comprendre que la taxe du carbone n'est pas nécessairement seulement une punition, mais aussi qui peut, dans le fond, être bénéfique à long terme. Oui, Félix. Tu sais, comme vous dites souvent, tantôt tu as dit que tu veux que les personnes qui travaillent aient comme puissent cheminer dans le changement énergétique pour qu'ils puissent garder leur emploi, pour qu'ils puissent garder. Mais ces personnes-là sont formées en tant que telles pour travailler avec des machines qui sont faites avec du carburant, qui sont faites avec telle affaire dans le génie, dans tout ce qui rapporte dans plus rapport DEP, des trucs comme ça. Il y a plein de choses qui sont spécifiques à. Comment est-ce qu'on
pourrait faire pour changer ça, c'est pas des cours donnés, mettons, dans les établissements spécialisés sur des technologies vertes comme ça? Oui, en fait, ce serait envisageable, dans le fond, dans les mesures qu'on pourrait prendre pour arriver à ce point-là. Des cours, aussi l'idée de peut-être des subventions pour que les nouvelles industries, mettons, par rapport, quand c'est possible, mettons s'il y a du vent, du soleil à certains endroits, de mettre des nouvelles industries près des industries pétrolières pour, dans le fond, essayer de ne pas faire des villes fantômes, mettons, et dans le fond, d'adapter avec des cours pour les formations pour les travailleurs. Donc, dans le fond, vraiment s'assurer qu'en tant qu'individu, les gens se sentent encadrés et se sentent bien dans la transition, que ce ne soit pas juste un produit, dans le fond, de leur travail. Oui, Antoine? Ben, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire, puisque tu parlais plus de les énergies fossiles à utiliser puis à faire un changement à ce niveau-là. Mais au niveau du gaspillage alimentaire, c'est quand même un problème d'environnement, ça aussi. Vu qu'on dans les épiceries, d'ailleurs, je travaille dans une épicerie, c'est pour ça que je le témoigne à chaque fois que je travaille. Puis je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas quelque chose fait au niveau du gouvernement, tant fédéral que provincial, pour inciter les grossistes à faire de quoi à ce niveau-là. Je veux dire, on jette tellement de bouffe que. Puis c'est ridicule, là, c'est du congelé qui pourrait être consommé par ce dépannage, puis on le donne même pas. Là. Fait que. Genre. C'est très intéressant dans ce sens-là. Puis oui, c'était pas nécessairement juste avec le secteur du pétrole ou des énergies, mais oui, c'est absolument raison que. Réduire le gaspillage réduit aussi l'idée du coût que ça entreprend. Donc oui, on peut aller dans ce sens-là. Oui, en arrière. Oui, mais deux remarques, en fait, c'est pas des questions. Oui. Première chose, c'est qu'on voit vu qu'on est en pénurie de main-d'œuvre ici au Québec, on peut peut-être inviter les travailleurs des agriculteurs qui travaillent ici. Oui. Donc, notamment, on travaille dans l'automatisation, qui a énormément de demandes ici. Je suis sûr qu'il y a des gens qualifiés là-bas qui peuvent être ici. Oui. Puis la deuxième chose, je voulais parler de la bourse de carbone. Oui. Faut comprendre que ça, c'est juste un outil, puis c'est pas forcément une solution à part entière. C'est appliqué en Europe depuis des années, puis on s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui détournent ça en leur faveur. Okay? Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on met une bourse de carbone, on va résoudre des problèmes, puis que ça va diminuer les GES parce qu'il y a ça. Donc, il faut être prudent avec ça. Oui, tu as absolument raison. Pour le premier point, par contre, l'idée de prendre les travailleurs du secteur, par exemple pétrolier, il faut les prendre comme individus. C'est un peu ça le problème. Souvent, vu qu'ils sont dans une industrie polluante, on va les voir comme seulement un produit de cette industrie-là, mais c'est des personnes qui ont des familles, puis dire qu'ils viennent au Québec, enlever totalement de leur province d'origine, je trouve que c'est pas nécessairement dans cette optique-là que ce serait bien pour l'acceptabilité sociale. Donc, juste vu qu'on n'a pas nécessairement le temps alloué, on va passer à la deuxième stratégie tout de suite. Si vous avez plus de questions, après, vous pouvez venir me voir après la conférence, une question précise. Donc, la deuxième stratégie, qui est mettre l'accent sur les conséquences à court terme du réchauffement climatique. Donc, si on part du principe que l'humain priorise toujours le court terme par rapport au long terme dans ses agissements, donc a toujours l'idée qu'un bénéfice ou une conséquence à court terme est plus importante qu'à long terme, si on prend ce principe-là, c'est très difficile de faire comprendre le réchauffement climatique à des gens qui n'ont pas trop ça en tête parce que on parle souvent de 2050, on parle dans 20 ans, dans 30 ans, on parle souvent à long terme et les gens ne sont juste pas capables de se voir à un aussi long terme. Donc, ça pose un problème à pouvoir faire accepter le mouvement vers un plus grand échantillon. Moi, ma solution que je propose, en fond, à ce problème-là, c'est toujours se poser la question, quand on parle d'environnement à quelqu'un, c'est comment est-ce que le sujet il atteint directement la personne à qui je parle. Donc, comment que, immédiatement, de manière locale, quand je parle d'un sujet d'environnement, que ça atteint la personne avec qui je parle. Donc, comment c'est pas juste un affaire qui est à côté de sa vie, mais qui est dans sa vie. Donc, si je prends l'exemple qui est, mettons, qui nous touche ici, donc la sécheresse dans l'Ouest, qui est causée en partie par le réchauffement climatique, fait que les récoltes agricoles sont moins bonnes, donc ce qui fait monter les prix de l'alimentation, en fond, de notre épicerie, donc fait monter notre facture d'épicerie. Donc ça, c'est quelque chose qui est local, donc parce qu'on va à l'épicerie, et qui est immédiat parce que ça vient chercher notre portefeuille. Donc plus dans cette optique-là qu'on peut vendre le principe de l'environnementalisme, sans nécessairement pas faire des recherches, pas faire des études sur ce qui est à long terme.
Aussi, on entend souvent l'idée pour les réchauffements climatiques, on entend souvent, mettons, on est pas mal d'étudiants ici, on va dire à nos parents, pense à la planète quand on ne sera plus là, pense à la planète que tu laisses à tes enfants. Mais le problème avec les parents pour ça, pour cet argument-là, c'est qu'eux voient un futur à long terme, quand sur plus, c'est dans 30-40 ans, on a le même problème que quand on parle, dans le fond, quand on n'amène pas cette problématique-là. C'est trop long, on ne voit pas, dans le fond, le futur envisageable. Par contre, par expérience, quand on parle, quand on a su cet argument-là avec des gens plus âgés, donc peut-être plus l'âge de nos grands-parents, par exemple, c'est beaucoup plus efficace parce que, à cause de deux raisons. Un, ils ont été élevés dans un monde, après la Seconde Guerre mondiale, souvent, qui était plus axé sur donner un monde meilleur aux enfants. Et deuxièmement, que le futur, pour eux, selon eux, est plus rapproché. Ils ont plus l'urgence de donner un monde meilleur à leurs petits-enfants que nos parents. Donc, peut-être plus garder cet argument-là pour, quand on parle, mettons, à nos grands-parents, des personnes plus âgées. C'est plus utile. Pour ceux, absolument, pour ceux qui sont plus, je dirais pas extrêmes, mais plus militants environnementalistes, on pourrait, ceux qui veulent absolument, mettons, se tenir aux crises climatiques, je trouve ça super important, et moi aussi je trouve ça super important, je dis juste que c'est pas super efficace d'en parler, je vous conseille, s'il y en a dans la salle, de vous concentrer plus sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est près de toi, c'est sur ton écran, même si c'est à 4000 km d'ici, c'est à côté de toi, tu le vois, et quand que ces personnes-là vont avoir une prise de conscience, « Oh mon Dieu, c'est fou, telle, mettons, inondation qui s'est passée ailleurs sur le globe », mais quand on va leur parler des enjeux qui sont plus locaux et immédiats, comme, mettons, un lac à Granby ou une forêt qui est en danger, mais ils vont être plus ouverts parce qu'ils vont pris la conscience, dans le fond, du phénomène. Donc, avez-vous des questions, des commentaires sur la deuxième stratégie? Si vous avez des nouvelles personnes qui veulent poser des questions aussi, mais oui, c'est... Moi, j'ai des commentaires. Oui. C'est-à-dire, il y a les îles de la Madeleine, la Gaspésie, l'érosion des côtes, ça c'est très concret, c'est très proche de nous. Oui. Et puis, c'est proche encore, moi je suis de Rome-Missisquoi, puis à Saint-Régis, l'été dernier, il y avait des gens qui avaient plus d'eau dans les puits à cause de la sécheresse. Donc, tu sais, qu'il n'y a plus moyen de boire, de se laver, d'aller. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on pourrait, mettons, tu pourrais parler à quelqu'un, puis ça viendrait toucher personnellement, donc ça serait très efficace comme moyen. Oui, Rose. Moi, je me demandais, tu parlais des réseaux sociaux. Est-ce que c'est dangereux de tomber dans les Non, mettons, moi ce que je pense, c'est que s'il y a une crise climatique ailleurs sur le globe, mieux vaut partager une vidéo de cette crise-là que d'en parler à quelqu'un, parce que la personne qui, souvent, mettons, va recevoir l'information, il va pouvoir voir c'est où, pendant que si on lui parle de cette même crise-là, il l'a pas vraiment en tête, il n'a pas cette manière-là. C'est plus le sensationnalisme, dans le fond, dans le vidéo qui marche mieux qu'en vrai. Est-ce que... Oui, Félix? Je fais juste une petite remarque par rapport à pourquoi est-ce que l'environnement souvent il pogne peut-être moins avec comme enjeu, pas nécessairement politique, mais juste un enjeu social. Comme souvent quand on parle d'éducation, de santé, ça nous touche directement, il manque de professeurs, il manque d'infirmières. Alors, ça nous touche dans notre vie, alors que l'environnement, c'est vraiment comme plus large, on dirait. Comme je peux pas juste arriver quelque part et dire « Ah, j'aurais besoin de telle affaire aujourd'hui », comme on peut pas comme ça ne nous rejoint pas nécessairement personnellement. Ouais. C'est pour ça que c'est comme il faut prendre une prise de conscience plus sociale. Puis, dans le fond, ça se fait avec des éléments concrets. Trouver ce qui est concret dans l'environnement pour pouvoir convaincre les gens, dans le fond, d'être plus conscients du mouvement. Donc, est-ce que... Oui, Camille? Je pense juste une certaine... Dans le fond, c'est une discussion. Si à un certain niveau, le sensationnalisme, est-ce que ça serait possible qu'il apporte une certaine banalisation du phénomène? Si, mettons, on prend avec les crimes de guerre. Oui. Est-ce que ça serait possible que la personne s'habitue tellement à voir ça que ça ait une banalisation qu'on vit déjà là-dedans, puis que ça vienne m'amener à pas, dans le fond, se mobiliser? C'est certain, mais je pense que présentement, à l'heure actuelle, on est à un point où on n'en parle pas assez sur les réseaux sociaux de ces crises-là, donc je ne pense pas qu'on est rendu à ce point-là. S'il y a une mobilisation massive de gens qui partagent des vidéos des crises climatiques, mais je pense que ce serait un heureux problème parce que ça prouve qu'il y a beaucoup de monde qui sont militants dans le mouvement. Donc, est-ce que c'est bien? Donc, on va passer à la troisième stratégie.
qui peut sembler un peu drôle quand on la regarde comme ça, mais c'est de vendre la beauté d'un environnement sain. Et ce que je veux dire par là, c'est d'établir un lien concret entre la beauté de la nature et, dans le fond, de sa propreté ou de ses caractéristiques vertes. Ce que je veux dire par là, c'est si un lac ou une forêt est belle en tant que soi, donc si on peut se baigner dedans, c'est super, l'eau est complètement claire, mais le lac comme tel va aussi être propre. T'sais, les deux vont ensemble dans leur sens. Puis je pense que comme environnementaliste, souvent, on va plus s'attarder sur le fait que c'est propre parce que c'est plus ça qui nous tient à cœur. Mais si on peut se baigner dans le lac, si on peut l'observer, si on est fier de notre lac, on va être porté, dans le fond, à s'en occuper. Je pense qu'on ne met pas souvent l'accent sur la beauté, mettons, d'un parc, d'un lac ou d'une forêt. Et je pense que c'est aussi une partie du problème qu'on s'en occupe pas. Donc, dans ce sens-là, c'est mettre l'accent sur ce qui est tangible. Je me trouve vraiment drôle dans une conférence sur l'environnement de mettre Clean Air avec un gros X dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la qualité de l'air, donc l'air, est un bien commun essentiellement. Donc, on ne se sent pas responsable de l'air parce que c'est pas concret, c'est pas comme un lac, c'est pas comme un parc, c'est pas comme une forêt qui, mettons, dans une ville à l'intérieur. L'air, c'est à tout le monde. Donc, on peut toujours blâmer la ville voisine, on peut toujours blâmer, par exemple, une usine qui déverse à 200 km plus loin dans le lac, pour l'air, excusez-moi. Mais pour un lac, c'est plus difficile ou une forêt, parce que c'est dans notre ville. Donc, on a une sorte de responsabilisation de la communauté. Donc, il y a aussi, comme je parlais tantôt, l'élément de sensationnalisme dans la beauté, dans le fond, d'un lac, d'une forêt, parce que, encore, l'humain aime ce qui est beau, donc a tendance à vouloir protéger ce qui est beau. Donc, si on peut faire convaincre au monde que, wow, mettons comme le centre de répression de la nature du lac Boivin, c'est très très beau, c'est très propre, c'est une réserve naturelle, mais on peut aussi aller prendre des marches, on peut aussi en profiter concrètement. Donc, c'est plus ce genre d'initiative-là qui est importante à prendre, à mon avis, pour convaincre plus de gens, dans le fond, de s'occuper des problématiques environnementales. Si je prends un exemple, donc un parallèle avec des étudiants pour la motivation. Donc, on est beaucoup d'étudiants ici. Donc, si je suis votre enseignant et je vous donne un devoir à faire ou de l'étude avant un examen, et je vous dis, OK, faites le devoir. Je vous dis, faites-le parce que vous allez vous épanouir dans votre devoir, vous allez vous sentir bien après, vous allez vous sentir gratifié, puis vous allez avoir un sentiment de bien-être. Ben, vous riez, hein, parce que ça ne marche pas. Hein, moi, personnellement, ça me motive vraiment pas. Mais si je suis le même enseignant avec le même devoir et je vous dis, faites votre devoir parce que vous allez avoir une meilleure compréhension de la matière qui, si l'examen est bien fait, va représenter la matière et donc vous allez avoir une meilleure note à l'examen et donc la meilleure note à l'examen va vous donner plus de chances d'avoir l'emploi que vous voulez, donc ça va donner un meilleur bien-être. Pas mal plus motivant, en tout cas pour moi, que la première option. Mais c'est à cause que tout ce qui est dans la deuxième option est concret. Meilleure note, meilleur emploi, meilleure compréhension de la matière brute. Pendant que le premier, c'est tout abstrait. Donc, s'épanouir, on ne peut pas le voir, ça. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Et, si, dans le fond, dans ce même sens-là, si les gens ne voient pas de résultats concrets à leur action, bien, c'est beaucoup plus facile, mettons, pour l'environnementaliste, de ne pas agir pour l'environnement, donc ce serait pour le devoir, ce serait de ne pas le faire dans ce cas-là, mais c'est beaucoup plus facile de rien faire pour l'environnement que d'agir. Donc, il faut inciter les gens avec quelque chose de concret, donc la beauté de l'environnement, donc la beauté d'un parc, le fait que tu peux aller te baigner dedans ou aller marcher dans un parc, mais il faut utiliser ce qui est concret pour inciter les gens à agir. Donc, suivez-moi, parce que ce boulot est un peu plus complexe, un peu plus économique dans ce sens-là. Le phénomène de l'aversion aux pertes est très important dans la manière dont vous voulez convaincre les gens, dans le fond, de données environnementales. Donc, l'humain n'aime vraiment pas perdre, quoi que ce soit. Même, il aime plus perdre qu'il aime gagner pour le même affaire. Donc, si on prend ça en compte, la possible beauté d'une ville, là, si on dit, OK, mettons, la ville va devenir plus belle si on prend des mesures vertes, bien, oui, ça va le prendre à cœur, mais jamais autant que si on dit, si tu fais rien, elle va devenir laide, vraiment laide, affreuse, ça va plus toucher
la personne si tu parles de ce que tu peux perdre à place de ce que tu peux gagner. Donc, ça clôt la fois cette stratégie-là. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Oui? Mais tu sais, pour les examens, là, si tu veux que l'élève fasse vraiment de devoir, la meilleure manière, c'est de mettre 2% dessus. Oui, mais tu vois, c'est encore concret. Tu sais, c'est 2%, c'est ça. Tu penses-tu que c'est un peu la même chose? Si tu le fais pas, ton devoir, tu perds 2%. Fait que est-ce que la même chose pourrait être appliquée si tu n'es pas écologique ou que tu appliques des choses? Tu as des conséquences économiques, mettons, c'est la chose qui touche le plus les gens. Bien, c'est sûr que les conséquences économiques comme telles, ce qui est difficile, c'est que si tu imposes des conséquences, tu vas avoir une certaine rébellion d'une certaine partie de la population qui va être beaucoup plus que si tu offres des incitatifs à le faire. Donc, c'est mieux, si possible, de ne pas punir, mais de récompenser. Fait que tu donnes un point bonus. Mettons. Félix. Un peu comme a été mentionné, oui, je comprends un peu le principe d'incitatif, mais une police va donner un ticket si quelqu'un transgresse la limite de vitesse. Ouais. Va jamais, mettons, donner bravo si jamais tu roules à la vitesse permise. Donc, est-ce que le fait, à un certain point, quand l'environnement c'est lié à un enjeu critique, est-ce que le principe de quelqu'un qui ne participe pas à cet enjeu de société-là, comme quelqu'un qui ne participe pas nécessairement à ce que avoir les conditions routières ou peu importe, soit comme puni, ce serait... Bien, c'est envisageable, mais avec la prochaine stratégie, vous allez voir que, personnellement, je pense que ça va aliéner une partie de la population au mouvement qui va être plus importante de ce que tu vas gagner. Donc, en ce sens-là, peut-être que ça va répondre à ta question avec le prochain présentation. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question, commentaire? Oui. Ben, c'est pas nécessairement une question, c'est plus un commentaire, mais je trouve que ce qui est difficile, tu parles de vendre la beauté, mais de plus en plus, on est en ville, on a nos téléphones, nos ordis, fait qu'on est comme moins tenté à aller dehors. Fait que je trouve que le défi là-dedans, c'est, tu sais, comme tu disais, là, souvent c'est plus les, ben pas que tu disais, mais souvent c'est plus les vieux un petit peu, ceux qui sont pas nécessairement, pas qui n'ont pas de travail, mais ceux qui ont plus de temps libre, qui vont aller se promener dehors. Les retraités. Ouais, les retraités. En tout cas, je ne veux pas partir en débat sur qui est vieux, là, mais... C'est tout dans l'esprit. C'est ça, c'est les jeunes, je pense qu'on est moins tentés d'aller dehors, parce qu'on a tellement tout sur notre téléphone, on a tellement tout en dedans qu'aller dehors, ben, tu sais, tu vois dans les cours des yeux, personne n'a envie d'aller faire du sport dehors, fait c'est dur de comme montrer que, regarde, tu vas voir dehors, tu vas voir que c'est pas beau, tu sais, le lac Boivin, il y a de la misère, mais tu sais, les jeunes, on s'en rend pas compte parce qu'on n'y va pas, on se promène pas, là, tu sais. Moi, le premier, la fin de semaine, c'est rare que je sors dehors pour aller juste me promener, là. Tu as bien raison, c'est quelque chose qu'il faut prendre à cœur, dans le sens d'inciter les gens à profiter du moment, sans ça. Est-ce qu'il y a des filles qui auraient des questions? Genre, c'est surtout des gars qui ont... Ouais, Camille? Mettons, est-ce que tu penses qu'il y aurait plus de force si cette stratégie-là pour vendre l'environnementaliste serait combinée avec de l'information? Comme par exemple, si on prend l'exemple de l'extinction des abeilles, c'est un petit peu plus poussé sur l'impact qu'aurait dans le fond la perte des abeilles, tout encore en étant sur la beauté de l'environnement avec les fleurs et tout, c'est vrai. Mais il y avait aussi, c'était beaucoup à titre informatif. Oui, exactement. Dans le fond, l'idée, ça serait que, mettons, de dire, OK, les abeilles, mettons, dans l'extinction, mais pas juste, c'est plate pour les abeilles, mais qu'est-ce que ça va apporter, dans le fond, cette perte-là, qui serait, dans le fond, par rapport, mettons, aux fleurs, par rapport à tout l'écosystème, qui rendrait moins beau notre environnement. Donc, est-ce que ça... Oui? J'aurais un commentaire rapide pour enchérir. C'est aussi... moi, c'est déjà fait, là, mais ceux qui vont devenir parents, c'est la job des parents, de leur montrer la beauté aux enfants. Oui, exactement. C'est les jeunes qui vont pas dehors, qui, probablement parce qu'ils n'ont pas appris, qui n'ont pas été influencés dans ce sens-là. C'est important de montrer aux jeunes que c'est beau, la nature. On parle des écrans. On a absolument raison, c'est super important. Donc, on va passer à la quatrième stratégie, la dernière, qui semble la plus contre-intuitive pour certains. Donc, c'est de laisser les gens prendre leurs propres décisions. Donc, quelqu'un pourrait me dire, donc quelqu'un qui ne serait pas d'accord, me dire, OK, si tu ne forces pas la main des gens, ils ont tendance à ne pas agir parce que c'est plus facile de ne pas agir que d'agir. Mais moi, j'amène une autre perspective à ça. Donc, selon moi, la société, c'est un jeu d'opposition. Donc,
si moi, mettons, j'ai une discussion avec un de vous, et pas nécessairement un vous en particulier, mais si moi, je prends une posture quelconque sur un sujet qui est quand même forte, souvent, l'autre personne a tendance à prendre une position inverse seulement pour avoir un débat ouvert. Donc, c'est une sorte de société d'opposition, et c'est dans ce sens-là que j'ai élaboré l'idée du brocoli. Donc, j'avais ce principe-là. Et moi, j'aime beaucoup le brocoli, OK? Mais je suis conscient qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment vraiment pas le brocoli. Et je suis vraiment pas en train de vous dire comment élever vos enfants, OK? C'est un parallèle, fait s'il vous plaît, je veux pas de lettre de haine, OK? Donc, si votre enfant n'aime pas le brocoli, a une prédisposition, il n'y a pas, ça ne tente pas d'en manger. Tu as deux manières. Donc, la première, c'est d'y forcer à manger le brocoli. Ou la deuxième, c'est de lui donner le brocoli, mais d'y laisser le choix de le manger ou non. Donc, si on passe dans la première option, qui serait de forcer l'enfant à manger le brocoli. Donc, s'il aime le brocoli, tant mieux, il va en manger, c'est parfait. Mais s'il n'aime pas le brocoli, il va développer une haine envers le brocoli parce que tu l'as brimé dans sa liberté de choisir de le manger ou non. Et même envers le parent qui l'a forcé. Donc, tu te ramasses avec quelqu'un qui n'aime pas le brocoli, mais qui a une haine envers le brocoli. Pendant que, si tu ne forces pas l'enfant à manger le brocoli, mais tu lui donnes, tu lui mets dans son assiette, tu l'apprêtes d'une certaine manière, mais s'il aime le brocoli, tant mieux, tu es au même point que si tu l'avais forcé. Et s'il n'aime pas le brocoli, bien, il n'y aura pas de haine envers le brocoli. Il va juste pas aimer le brocoli, puis il va être ouvert à manger d'autres types de légumes si tu lui offres, mais il n'y aura pas de haine envers le parent ni le brocoli. On peut faire le parallèle, on peut revenir à l'environnementalisme. Donc, j'imagine que vous avez compris que si on force la gorge, l'idée de l'environnementalisme par soit un mouvement social ou par des politiques environnementales, et juste notez bien que je ne suis pas contre des politiques environnementales, je suis même totalement pour, c'est juste dans la manière dont on les applique qu'il est important d'être prudent, de ne pas que les gens se sentent obligés. Donc, c'est beaucoup mieux de ne pas forcer parce qu'il n'y aura pas une polarisation. Donc, il n'y a pas des gens qui vont être frustrés contre l'environnement et qui vont ils vont se sentir attaqués, ils vont vouloir aller contre, faire des manifestations climato-sceptiques. Tu ne veux pas ça dans la société, ça fait reculer la société. Donc, ce serait mieux de laisser les gens prendre leurs propres décisions, mais en leur donnant tous les outils nécessaires, dans le fond, pour qu'ils puissent devenir verts. Puis on voit la conséquence des réseaux sociaux. Hein. Quand les pages climato-sceptiques sur Facebook ou qui sont pro-pétrolières au bout puis qui disent que c'est fini, c'est fini l'environnement, puis on s'en fout de ça, c'est des jobs, bien, on peut voir que tu as un certain effet boule de neige parce que tu as l'extrême qui est fâché de perdre son emploi, ou par exemple, qui se sent forcé de devenir vert. Donc, le centre, et je ne dis pas centre politique, je dis le centre sous le spectre de l'environnement, là. Le centre, ceux qui sont ni pour ni contre, vont voir ces gens-là qui ont peur et qui vont adopter une position qui est, sans être d'accord avec eux, ils vont agir de la même manière parce que c'est beaucoup plus facile, comme je dis, de ne pas agir que d'agir. Donc, quand ils voient des gens qui sont vraiment contre l'environnement, vraiment, qui ont une haine envers, mettons, l'énergie solaire, bien, ils vont prendre cette occasion-là pour juste dire non, ça me tente pas d'agir. Et c'est ça un peu un problème. En ce sens-là, ça devient plus un combat de groupe, un extrême, l'autre extrême, et non la société qui est un mouvement, dans le fond, ensemble. Si on fait un petit parallèle avec la politique aux États-Unis, j'ai pris une belle photo pour vous. Donc, si on regarde la campagne présidentielle de 2016, on peut faire un petit parallèle avec le même principe, politique et non environnemental, mais quand même. Donc, ça se posait entre Donald Trump et Hillary Clinton. Donc, Trump avait une base à peu près 30-35% de personnes aux États-Unis qui vont voter pour lui. Honnêtement, qu'ils fassent n'importe quoi, ils vont voter pour lui. Et c'est, dans le fond, qui le supportent tout le temps. Et là, ce qu'il fait, c'est que lui, les républicains, il a réussi à avoir la base républicaine plus modérée en disant, même si vous n'aimez pas comment je suis, c'est pas grave, je vais vous donner des juges à la Cour suprême qui sont vos valeurs, on va avoir des valeurs conservatrices. Et les gens, même si ce n'est pas d'accord avec la rhétorique de Trump, vont avoir un incitatif à voter pour lui, même s'ils ne l'aiment pas, parce qu'il leur donne, dans le fond, ses valeurs fondatrices. Donc, si on revient, qui est un peu plus subtil le parallèle, mais quand même,
que si on a un extrême anti-environnemental, les gens au centre qui ne sont pas nécessairement d'accord avec eux, s'ils sentent de la pression qui vient des environnementaux, agir maintenant, agir tout de suite, c'est super important, mais peut-être qu'ils vont se réfugier dans ce groupe-là et au point final, on va avoir moins de monde qui sont pour le mouvement vert. Donc ça, c'est la 4e stratégie. Est-ce que vous avez des questions, commentaires sur celle-là? Oui, Joanie. Oui, j'aime ton analogie du brocoli. Je pense que c'est vrai dans le domaine parental. Toutefois, en tant que professeur, je ferais un parallèle avec, par exemple, les luttes syndicales pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Je pense que si on n'avait pas légiféré là-dessus, ça ne serait pas arrivé en attendant que ça arrive naturellement. Je pense qu'au point de vue de l'environnement, on a peut-être fini d'essayer de convaincre les gens qu'on s'est rendu à légiférer. Encore une fois, comme j'avais précisé, c'est pas une question de ne pas avoir de politique environnementale, je suis totalement pour toutes sortes de politiques qui mettent en valeur l'environnement. C'est la manière dont on les applique. Donc, c'est de ne pas faire sentir aux gens qu'on leur force la main, qu'on les oblige et qu'ils ne se sentent pas, dans le fond, brimés dans leur liberté personnelle. C'est plus dans la manière dont on l'applique que la loi comme telle. Okay. Mais penses-tu qu'à cacher le brocoli, mettons, comme dans un potage, ça marcherait, genre? C'est bon. Donc, la manipulation, dans ce sens-là? Ben, je sais pas, mettons, faire un mélange d'idéologies qui se regroupent dans la même affaire, ça passerait peut-être mieux. Mais, écoute, pour le brocoli, c'est intéressant, mais comme on avait vu l'idée d'être transparent, c'est vraiment important parce qu'il y a une idée de méfiance en partant envers les environnementalistes. Il faut vraiment faire attention à concilier quand même. Fait que moi, je pense qu'il ne faut pas cacher aux gens la réalité des choses. Oui? J'aurais juste un petit commentaire par rapport à ça. Au lieu de cacher des choses, c'est peut-être justement de s'exposer. Moi, je pense qu'au niveau, comme éco-citoyen, c'est hyper important de donner, comment je peux dire ça, de verbaliser comment on vit, les efforts qu'on fait, de vraiment les publiciser. Parce que moi, je pense que l'effet du mimétisme est très important. Oui. Si on voit que le voisin à côté fait son recyclage comme il faut, puis son compostage, bien, ça va nous amener. Puis quand on fait des choix éco-responsables aussi, d'en parler, bien, les gens qui sont autour de nous, bien, oui, ils vont prendre la décision de faire comme nous ou de faire autrement, mais au moins, on leur donne cette option. Oui, puis c'est super bon parce qu'en fait, ça vient aussi chercher l'idée que c'est très proche de nous, donc c'est local dans un sens encore plus précis que si c'est notre voisin ou si c'est notre ami. Donc oui, dans ce sens-là, c'est vraiment bon parce que c'est proche de nous et on se sent impliqué dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Y avait-tu... J'ai vu une main en arrière. Non? OK. Oui, Félix? Le principe de laisser, mettons, les gens prendre leur propre décision, je pense que ça peut être un peu trop lent concernant le réchauffement climatique qui est une situation urgente. Oui. C'est pas idéal, OK? Parce que c'est vrai qu'il faut agir le plus tôt possible. C'est juste que moi, j'ai vraiment l'impression qu'à la fin, si tu donnes l'impression aux gens que tu leur forces la main, ça va polariser la société, ça va faire qu'il va y avoir moins d'acceptabilité sociale et non plus. Je pense que ce serait un mauvais calcul de ne pas faire attention à comment on amène la conversation. Je pense qu'il faut juste être prudent dans la manière dont on l'amène, sans nécessairement être moins militant dans les lois qu'on propose, dans les solutions qu'on envisage. C'est juste dans la manière dont on en parle aux gens, il faut faire attention. Mais comme, est-ce qu'à un moment donné, la société peut devenir habituée à ce genre de situation-là? Mettons, comme, je donne encore l'exemple de la police. Exemple, les gens savent qu'il faut respecter les lois de vitesse, ils savent qu'il faut respecter les lois, puis ils font ça pour leur société. Puis c'est rendu comme, tout le monde est pas mal d'accord avec. Puis oui, des fois, il y a des petits accrochages entre le policier me donne une étiquette parce que je suis 5 km de. Mais tu sais, comme, en général, l'idée d'une police, d'une société, qu'il y a des lois de route, est acceptée. Est-ce que le fait à un moment donné de dire, il faut faire des mesures concrètes, on ne va pas nécessairement forcer les gens, mais on va donner des amendes ou des trucs comme ça, si jamais les gens ne le font pas, est-ce que jamais on va s'habituer puis ce serait comme normal dans notre société? Ça pourrait. C'est juste que ça aussi, c'est très long à faire accepter. On est une démocratie, on ne peut pas juste décider d'imposer des amendes à tout le monde et des peines de prison. Tu ne peux pas commencer à faire ça, ça revient à aussi lent que l'autre situation. Puis je pense que tu t'aliènes beaucoup de la population en faisant ça de manière, mais oui, c'est vrai qu'il faut agir le plus tôt possible dans ce sens-là. Alexis? Mais il ne faudrait pas, dans le sens, mettons, encore avec le brocoli, mettons que
mettons, tu m'offres le brocoli, puis moi je le prends, Ouais. je décide de juste l'acheter. Ouais. Parce que quelqu'un, mettons, le gouvernement, quelqu'un me le propose, peu importe qu'est-ce qu'il me propose, je vais, mettons, l'idée d'être contre ça. Est-ce qu'il faudrait quand même faire des lois? Parce que peu importe les lois qu'on va faire, il va tout avoir un groupe qui veulent être contre ce qu'on va faire. Fait, mettons, leur forcer ça à ce groupe de population-là, que peu importe qu'on mettait des lois ou qu'on ne mette pas, ils vont faire leurs propres affaires. Est-ce que ça serait plus important de faire des lois? Mais c'est certain qu'il y a un certain segment de la population qui est difficilement atteignable. Cependant, je pense que pour une grande majorité des gens qui sont relativement ouverts au principe, je pense pas qu'ils vont faire refuser le brocoli comme tel. Je pense qu'ils vont C'est ça que eux autres, on les oublie, puis que les autres, on fasse des lois, qu'il y ait plus d'acceptabilité sociale, qu'on abandonne cette partie de la population-là qui est trop... Je pense pas qu'on l'abandonne. Pas l'abandonner, mais abandonner son opinion, dans le sens que peu importe ce qu'on va faire, mettons, moi je suis têtu, peu importe, tu mets un brocoli, j'aime la viande, tu mets un brocoli, tu mets de la viande, mais tu le découpes en brocoli, juste le principe que tu l'as mis en forme de brocoli, je vais pas le manger parce que j'ai des convictions, puis peu importe ce que tu me dis, puis peu importe ce que tu me fais, je vais rien t'entendre. Ben dans ce cas-là, j'essaierai pas nécessairement de te convaincre soit à ce point-là. Donc, pas d'autres questions, on va passer. Est-ce qu'on a le temps? Je veux juste dire, je trouve que c'est une super belle initiative et tout, mais je la trouve un peu doux. Parce qu'on s'en va dans le mur, là. On s'en va dans le mur, on n'est plus à prendre des bonnes manières, là. Il faut se réveiller. Fait que c'est pas en disant, oh, peux-tu ralentir, s'il te plaît, on va rentrer dans le mur. Non, tu sais, c'est pas. Oui, je suis doux pour la société, mais mettons mes actions en tant qu'individu ne sont pas nécessairement douces. Donc, c'est l'idée de moi, mon implication personnelle est plus forte, mais je trouve que c'est stratégique de ne pas forcer dans la gorge quelqu'un. Le temps manque, c'est ça le problème. Bien, c'est ça, c'est l'opinion, puis ça, je serais bien heureux de pouvoir discuter plus longuement, mais je pense que à un certain point, il ne faut pas oublier une certaine partie de la population. Non, mais c'est ça, je trouve très légitime de ton approche. Donc, en bref, sur les 4 stratégies, donc, la première stratégie, c'est de concilier l'environnementalisme et le développement économique. La seconde était de mettre l'accent sur les conséquences à court terme du réchauffement climatique. La troisième était de vendre la beauté d'un environnement sain. Et la quatrième, de laisser le peuple prendre leurs propres décisions. Donc, toutes dans des optiques différentes avec différents gens qu'on veut atteindre. Donc, c'est tout le temps, dans le fond, de s'adapter à la personne avec qui on est et, dans le fond, de pouvoir utiliser l'une des stratégies-là ou un autre que vous avez pensé pour, dans le fond, vendre le principe de l'environnementalisme à un plus grand nombre de personnes. Donc, je vais laisser la parole à notre invité spécial, Pierre, pour qu'il puisse, dans le fond, venir nous parler.